Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel essai de motonet.com. Aujourd'hui, on teste une moto emblématique, la meilleure vente de Honda en Europe 6 fois ces 8 dernières années. C'est bien sûr l'Africa Twin. L'Africa Twin, elle a été relancée en 2016 et tous les 2 ans, elle a droit à sa mise à jour. En 2018, vous vous souvenez, elle avait été électroniquée, elle avait reçu un accélérateur électronique, ce qui lui permettait aussi de recevoir des modes de conduite. Alors là, c'était déjà un premier petit coup de canif dans le contrat que Honda avait passé avec ses clients en 2016, puisqu'ils annonçaient une Africa Twin raisonnable, simple, mais efficace. Et là, 2 ans après, ils commençaient déjà à la mettre à jour, à la sophistiquer un peu. En 2020, nouvelle évolution, grosse évolution, un petit désaveu de la part de Honda aussi, puisque le moteur passait des 1000 cm3 d'origine à 1100 cm3. Ils y intégraient aussi une centrale inertielle, la fameuse IMU, qui permettait donc d'avoir des aides, des assistances plus fines grâce à la gestion donc, de cette IMU qui gère non seulement le tangage mais aussi le roulis, le lacet. Tout ça est pris en compte et combiné pour pouvoir avoir des assistances les plus pointues possibles. Et il y avait également les suspensions électroniques qui étaient arrivées cette année-là. Donc l'Africa Twin avait une autre envergure, passait dans un autre monde bien plus sophistiqué qu'elle ne l'était au début. Il y a 2 ans, Honda l'avait peaufiné avec, on se rappelle, sur la version standard, un petit porte-paquet qui était monté d'origine, ça manquait. Sur la version Adventure Sport, il y avait une petite bulle qui était tronquée pour lui donner un aspect un peu plus enduro. Et puis sur les 2 versions, il y avait un DCT qui avait été adouci pour le plus grand bonheur des passagers. 2024, il y a une nouvelle mise à jour et elle est vraiment approfondie. Nous allons l'essayer spécifiquement dans cette version Adventure Sport. Allez, je vous explique tout ça. Rappelez-vous, l'Adventure Sport, elle a été née en 2018 avec des débattements de fourches et d'amortisseurs plus hauts, avec un gros réservoir de 24,8 litres contre 18 sur la version standard, ce qui permet, si on considère la consommation de 4,9 qui est donnée par le constructeur, ce qui permet de faire un peu plus de 500 km, 506, j'ai fait le calcul. Dans cette version 2024, il y a plusieurs évolutions qui permettent normalement, c'est Honda qui l'annonce, de la rendre plus facile d'accès, plus dynamique, plus performante, plus efficace et avec plus d'agréments, et puis plus jolie, plus protectrice. Je vous propose de faire le tour avec moi. Commençons par les suspensions électroniques Showa qui sont dont le débattement à l'avant comme à l'arrière a été diminué de 20 mm, donc 210 à l'avant, 200 à l'arrière. Ceci afin d'abaisser la moto, abaisser le centre de gravité pour, en fait c'est une petite astuce pour la rendre plus légère lorsqu'on a des manœuvres moteur coupé à faire. Le ressenti est un peu plus facile. En revanche, la selle, elle, est pas beaucoup plus basse qu'avant, puisqu'ils ont installé la selle confort d'origine sur cette version Adventure Sport. Et donc la différence de hauteur de selle n'est que de 15 mm. La garde au sol, elle, est inférieure de 30 mm. Alors vous allez me dire que c'est beaucoup, effectivement, mais elle reste quand même à 220 mm, ce qui permet de descendre les trottoirs de manière raisonnable, mais sans trop d'inconvénients. Et puis d'aller sur les sentiers, les chemins, sans avoir trop peur pour son collecteur ou son moteur, son cadre. D'ailleurs, on note la présence du sabot moteur en alu, elle est de série. La selle confort, quel est son avantage? Eh bien, d'abord de gagner en confort, même si au bout de 200 km, on commençait à sentir un petit peu la fatigue, comme on dit, selon l'expression consacrée. Elle est 8% plus large, elle est 15 mm plus épaisse, donc elle offre une meilleure assise. Le petit bémol, c'est qu'elle est légèrement inclinée, donc on a tendance à avancer vers la partie un peu plus fine et fréquemment il faut se reculer. Alors ce n'est pas non plus critique parce qu'il y a d'autres motos dont le phénomène est plus gênant. À peine on touche au frein que hop, on se retrouve contre le réservoir. Là ce n'est pas le cas, mais de temps en temps il faut quand même se reculer pour profiter de toute la largeur de cette selle plus confortable. La selle, elle dispose comme avant d'un réglage haut ou bas à 835 mm ou 855. Nous, on a préféré la version haute parce qu'on a des grandes jambes et que du coup, on peut faire plus de kilomètres dans ce mode-là. La hauteur de selle, je vais vous le montrer, elle n'est vraiment pas trop importante et les personnes qui mesurent 1,70 m ou moins peuvent toucher des 2 côtés. Moi, je touche avec les 2 talons sans aucune difficulté. Donc, c'est vraiment un bon point sur cette moto.
Le bon point aussi, c'est que du coup, comme le poids de la moto est plus bas, mais que nous, on reste haut, eh bien, l'ensemble des deux fait qu'on a plus de facilité à manœuvrer la machine. Petite astuce pour limiter au plus le poids de cette moto, ils ont installé une batterie de type lithium-ion, ce qui fait que au global, la moto sans les valises, attention, d'origine, pèse 253 kg. Alors ça peut paraître important, surtout qu'on ne compte pas, comme je disais, les accessoires. Elle fait 3 kg de plus en fait que le précédent modèle lorsque vous sélectionniez l'Adventure Sport avec le DTC qui pèse 10 kg tout de même et qui alourdit la facture de 1000 €. Et puis le système de suspension électronique plus lourd également. Alors ça peut sembler paradoxal, en tout cas nous, chez Motonet, ça nous a un petit peu surpris, puisque cette nouvelle roue avant de 19 pouces au lieu de 21 sur le modèle précédent est un peu plus lourde. En fait, c'est dû à quoi? Il y a un moyeu, c'est les ingénieurs Honda qui nous l'ont dit, qui est un peu plus lourd, et puis la jante est plus large. Elle mesure 2,5 pouces au lieu de 2,15 sur le précédent modèle, et donc la prise de poids est essentiellement due à cette nouvelle roue avant d'après Honda, et puis d'autres petits artifices qu'on trouve autour. Au guidon, qu'est-ce que ça change? C'est ça qui vous intéresse, et on a eu la chance de pouvoir pour une fois exceptionnellement tester la version précédente, une 2023 avec la 21 pouces, et la version 2024 avec ce 19 pouces. Ce qu'on ressent le plus clairement, c'est la vivacité, c'est-à-dire que la moto va aller dans les courbes plus facilement, plus rapidement. En revanche, en termes de maniement, ne vous attendez pas à gagner en repos. Physiquement, il y a toujours le même engagement qui est logique de la part d'une machine qui est de ce gabarit-là, avec un grand guidon qui est là, qui nous offre un bon bras de levier, et c'est important sur ce type de machine, les Maxi Trail. Mais ça ne révolutionne pas non plus le comportement, et c'est une bonne chose après tout, puisque ce que recherchent avant tout les utilisateurs de trail et de grosses routières maintenant désormais, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout de la stabilité, et ça, elle n'en manque pas. Donc on trouve un train avant un peu plus vif, qui reste neutre, qui reste tout à fait sain, qui sera un petit peu plus rapide, mais qui ne sera pas moins fatigant sur du sinueux vraiment serré, sur les petits cols des Alpes. Ça ne devient pas non plus un super motard. Alors, un peu plus facile d'accès, un peu plus dynamique grâce à la roue avant. Elle est également plus performante, cette Africa Twin. Comment? Le moteur, esthétiquement, vu de l'extérieur, il n'a pas changé. Si, il y a une petite touche noire qui rend le coloris black un peu plus all black, mais à part ça, il n'y a pas de changement. En revanche, à l'intérieur, il y a eu pas mal d'évolutions. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Si? Si, c'est ce que vous aimez? Ok, d'accord, j'ai pris des notes. Alors, le calage des soupapes a été légèrement revu. On trouve aussi un taux de compression plus important, 10,5 à 1 contre 10,1 autrefois. Tout ça grâce à une nouvelle forme de piston. Les pistons sont un peu plus hauts. Alors quand je dis un peu, c'est 400 microns. C'est Honda qui nous a donné cette info-là. C'est 0,4 mm. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Ça paraît vraiment insensible, mais c'est quelque chose qui change le comportement de la moto. Et puis il faut dire qu'avec les révolutions, une centaine de tours par seconde, finalement les toutes petites différences, elles s'accumulent, elles se multiplient, et ça finit par faire des gros changements. Le vilebrequin, les bielles, les pistons, j'ai dit, ont été redessinés. L'échappement a été modifié également. Il se veut plus léger, alors que par rapport à l'ancien, il y a une arrivée d'une nouvelle valve qui n'était pas présente avant, qui est très proche de celle de la Fireblade, et qui offre une sonorité plus profonde, plus présente haut dans les tours, et une sonorité un peu plus raisonnable sur l'autre partie du contour. En termes de performance, c'est ça qui vous intéresse aussi. On a trouvé donc que le moteur était plus disponible, mieux rempli. D'ailleurs, on voit sur les courbes, il y a un gain de 7% au niveau du couple maxi, donc, qui est porté à 112 Nm. Et ce gain-là, il est non seulement en valeur absolue, mais il est également avancé. C'est-à-dire qu'on touche ce couple-là beaucoup plus tôt, à 5500 tours, 750 tours plus tôt qu'avant.
Et donc à l'utilisation, ça se traduit par des reprises qui sont plus présentes. Certains de nos lecteurs et motonautes se souviennent de notre duel. Si vous ne vous souvenez pas ou que vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Un duel contre une Vestrom 1050, et à l'époque, sur la version précédente, c'est vrai que le bicylindre Honda était moins rempli, moins généreux sur la première partie du contour. Il se prenait une petite claque, faut l'avouer, et je pense que les ingénieurs de Honda, les motoristes de Tokyo n'ont pas trop aimé ça et se sont mis donc au travail pour fournir donc à cette moto un peu plus de reprise, un peu plus de tonus à partir de 3500-4000 tours minute, et une puissance plus généreuse aussi bas dans les tours, sachant que la puissance maxi, elle, n'est inchangée, 102 chevaux toujours à 7500 tours. Petite info aussi qu'un responsable com nous a donné chez Honda, il nous rappelle que le passage du 1000 au 1100 cm3 avait abouti à une élévation de 10% du couple. Là, sans toucher au moteur, sans le grossir, sans l'alourdir, ils ont réussi à trouver 7%. Franchement, pas mal. L'électronique, alors elle n'est pas toujours évidente à gérer, surtout au début quand on reprend la moto, quand on ne la connaît pas. Il y a un commodo gauche qui est assez fourni. Malgré le fait que l'écran soit tactile, il faut quand même bien saisir le mode d'emploi. Il faut faire des kilomètres, il faut rouler, il faut se l'approprier avant d'avoir des automatismes. Il y a des modèles qui sont nettement plus intuitifs. Ce n'est pas le cas de cette Honda malheureusement. Il faudra peut-être retravailler ça en 2026 ou 2028 pour la grosse mise à jour. Restez connectés, mais on fera attention à ça. Ce qu'on note au niveau du tableau de bord, c'est qu'il y a une petite subtilité. Le mode puissance 1 avec une seule barre, c'est le mode le plus complet, le full, où on a vraiment tout le potentiel du moteur, et lorsqu'on sélectionne une deuxième ou une troisième barre, le moteur marche moins fort. A l'inverse, le contrôle de traction HSTC, le wheelie control, eux sont plus présents lorsqu'on ajoute les petites barres. Donc 7 niveaux pour le traction control, 3 niveaux pour l'engine brake. Alors ça demande un petit peu de gymnastique au niveau des neurones pour bien faire la part des choses entre la puissance et le traction control. Là, il y a un petit point à revoir de la part de Honda. La centrale inertielle, j'en ai parlé rapidement, c'est une Bosch MM7.10. Alors pour les initiés, ils reconnaîtront la référence présente sur la Fireblade et sur la future CBR 600RR que Alex testera bientôt à Portimao, pas très loin d'ici. Donc c'est une centrale qui combine, qui accumule toutes les données, comme je le disais en introduction, sur la moto, sur son comportement, sa vitesse, l'ouverture des gaz. Ça compile vraiment tout un tas de données et ça réagit très vite pour pouvoir bénéficier d'assistance qui soient les plus pointues, les plus fines possibles. Ce qu'on trouve aussi sur cette Adventure Sport et de série, en tout cas d'origine en France sur le marché français, c'est le DCT. Vous voyez, il n'y a plus de sélecteur. Alors c'est franchement pas une nouveauté chez les clients Honda qui sont habitués à ce type de boîte. Il remonte à 2010 avec la VFR 1200F si vous vous souvenez. Donc à l'utilisation, c'est vrai qu'au début ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on n'a plus de sélecteur, il n'y a plus de levier d'embrayage non plus. Mais c'est très facile à employer. On a sur le commodo droit une commande qui permet donc de passer du point neutre lorsqu'on démarre la moto au mode drive. Ceux qui ont des voitures automatiques connaissent ce mode-là. Et donc il suffit pour démarrer d'accélérer doucement et de faire décoller la moto. On n'a même plus besoin de faire patiner l'embrayage. En 2024, ce système a été perfectionné et d'ailleurs ce nouveau système est inclus aussi sur les autres modèles, notamment la NT 1100 à partir de cette année. Il est plus doux au démarrage, comme si on arrivait mieux à faire patiner l'embrayage lorsqu'on débute au permis moto. C'est vrai qu'au début on n'est pas forcément très doux avec l'embrayage, il peut y avoir des à-coups et c'est quelque chose qui nous chiffonnait un petit peu chez Motonet puisque le DCT n'était pas aussi agréable et progressif que un motard pouvait l'être avec une boîte mécanique normale. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, il faut l'avouer,
Les démarrages se font vraiment tout en douceur. Les changements entre le premier et le deuxième rapport, lorsqu'on arrive sur un carrefour, sur un rond-point, il n'y a vraiment plus d'à-coups. Tout se fait vraiment de manière très fluide et c'est une belle évolution. À la rigueur, c'est ça qui nous a le plus surpris lorsqu'on est passé de la 2023 à la 2024. Il n'y avait pas ce petit à-coup à l'accélération et le fait qu'il faille jouer. Pour le coup, c'était un peu compliqué avant de trouver le point d'embrayage. Là, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle. Ensuite, pour ce qui est du reste de la conduite, ça ne change pas. Il y a toujours un mode automatique, drive, des modes automatiques plus sportifs, S1, S2, S3. Le responsable com de Honda, lui, préfère la moto dans le mode S1, puisqu'il le trouve un peu plus sportif, un peu plus canaille. Nous, on a testé le mode S3 lorsque c'était vraiment sinueux, et là, on a trouvé que le comportement était vraiment sympa. Pour les personnes qui descendent de motos de roadster un peu sportifs, un peu hargneux, le mode S3 sera vraiment fortement conseillé. Après, le désavantage entre guillemets, c'est que les émissions sonores du moteur, elles ont été revues, j'en parlais tout à l'heure, sont vraiment très présentes. Ce qui fait que lorsqu'on circule seul sur des petites routes pour se faire plaisir, à ce moment-là, entendre le moteur très volubile, c'est un côté sympa. Après, si on est avec un passager qui est un peu moins mélomane, un peu moins piqué, un peu moins motivé, sportif dans l'âme, ça risque de le saouler au bout d'une dizaine de kilomètres parce que c'est vrai que le moteur est très présent. Donc, on reviendra sur le mode drive qui, pour le coup, lui, s'adapte très bien à une conduite cool pour découvrir les paysages, la route de manière vraiment tranquille. En guise d'exemple, c'est vrai qu'à 80, on se retrouve sur le 6e rapport, tout déroule vraiment tranquillement, alors que si on sélectionne le S3, à 80, il reste entre la 2e et le 3e rapport selon les accélérations que l'on donne, et ça donne vraiment un niveau sonore beaucoup plus important. Le DCT, il permet également de conduire de manière manuelle. Alors je le disais, il n'y a pas de sélecteur d'origine. En revanche, vous pouvez le sélectionner. C'est 460 € l'accessoire. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, il est disponible dans le catalogue. Et ensuite, pour ce qui est de l'embrayage, là pour le coup, il n'y a pas de levier. Alors si je veux être vraiment exact, il y a un levier, mais c'est le levier de frein à main, puisque cette moto ne peut pas être garée en prise. Là, typiquement, lorsque le terrain est un peu en pente, on va mettre le frein à main, mais ce n'est pas un embrayage, attention. Cette nouvelle Africa Twin nous permet de féliciter à nouveau le bureau de design Honda italien pour le coup de crayon de cette moto qui est vraiment splendide, y compris au niveau des feux avant, la petite tête que ça lui donne, c'est vraiment ravissant. Et puis ça donne une allure de rallye raid. On note d'ailleurs la victoire de Honda cette année, ça risque de faire parler et de faire entrer en concession sans doute de nouveaux utilisateurs. Donc on le dit, hein, elle est magnifique. Allez, on peut émettre une petite critique constructive comme toujours. Sur les flancs de carénage, on avait adoré précédemment la touche d'aluminium brossé grise. Ça faisait plus élégant que cette partie noire. C'est un petit détail, mais bon, c'est à retenir pour Honda, pour les prochaines versions. La critique aussi constructive toujours, mais très négative, c'est au niveau de la bulle, puisque le dispositif permettant de l'élever d'environ 6 cm requiert l'utilisation des deux mains. Donc il y a 5 crans. Là, le fonctionnement est relativement simple, relativement précis. En revanche, il y a la nécessité, comme je disais, d'utiliser les deux mains. Alors pourquoi me direz-vous Honda a choisi ce système-là? Tout simplement par sécurité. Ils ne désiraient pas que les utilisateurs bidouillent leur écran pendant qu'ils roulaient. Ce à quoi nous leur avons rétorqué qu'il risque d'y avoir des motards, notamment français, qui vont non seulement grincer des dents parce qu'il y a d'autres marques qui proposent un système plus facile d'utilisation, et puis surtout il risque d'y avoir des pilotes qui seront tentés, avec la présence du régulateur de vitesse en plus, de faire l'opération en roulant tout de même, et ce qui s'avérera encore plus compliqué que si Honda d'origine avait mis un système qui se change d'une seule main et qui évite d'avoir à quitter le guidon. J'en ai discuté avec les Japonais, ils ont retenu le point, on verra s'ils en tiennent compte sur une prochaine évolution. Au niveau de la protection, elle est plutôt bonne, surtout en termes de hauteur, puisque lorsqu'on relève entièrement l'écran, on a tout le casque qui est protégé.
En revanche, au niveau des bras et des épaules, on continue d'avoir des turbulences. On l'avait déjà noté sur le précédent modèle. C'est toujours le cas aujourd'hui, malgré ce qu'ils annoncent, le fait qu'elle soit plus protectrice. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. On note ici quand même la présence toujours de la petite ouverture qui permet d'éviter cet effet de pousser dans le dos et puis qui, je l'imagine, permet de refroidir un petit peu l'écran parce que l'écran de 6 pouces et demi, l'été, par temps de canicule, il doit avoir besoin un petit peu d'air, ça doit lui faire du bien d'avoir ça juste devant lui. Dernière chose, Honda se félicite d'avoir la première moto équipée d'un écran en Durabio. Alors c'est un nouveau composé chimique qui est soi-disant plus durable, meilleur pour la planète et également pour vous, puisqu'il serait plus endurant, il jaunirait moins. C'est plus facile pour Honda de le former également, et puis il serait plus résistant aux rayures. Ça, ce sera à vous de voir au fil des kilomètres. On attend vos réponses et vos commentaires dans quelques années. Au final, cette Africa Twin Adventure Sport demeure une excellente routière. On note que le coloris tricolore coûte 300 € de plus et ce n'est pas la seule rallonge tarifaire qu'il va falloir prendre en compte, puisque par exemple la béquille centrale, qui est quand même bien commode pour graisser sa chaîne, l'entretenir et puis même parfois charger la moto de manière plus sécurisée. Cette fameuse béquille centrale n'est pas disponible de série. Il faut aller piocher dans le catalogue. Elle est au prix de 215 €. Là, comme vous la voyez dans cette configuration-là, il faut prévoir aussi 250 € pour les pare carters en bas, 460 € pour les crash bars. Rien, je l'ai dit, pour le sabot ou les pare-mains qui sont livrés d'origine, ça heureusement. Et puis vous devrez ajouter aussi sans doute 1520 € pour le pack Travel Alu avec ses valises, les sacs à l'intérieur, les repose-pieds passagers avec de la gomme, plus sympa pour madame ou monsieur. Et puis prévoir aussi peut-être 639 € pour les plus voyageurs pour avoir le top case à l'arrière qui permettra aussi aux passagers de se poser de manière un peu plus confortable. Le tout, je vous le fais à juste en dessous 23 000, 22 983 d'après le configurateur en ligne. Ça commence à faire cher, sachant que le modèle de base est à 19 599 € pour l'Adventure Sport en noir. Cela dit, c'est une moto qui arrive très bien équipée, déjà ne serait-ce que avec le DCT, les suspensions électroniques. Ça, c'est un choix de Honda France d'importer uniquement cette version-là. Elle existe ailleurs dans le monde, l'Adventure Sport Mecha avec des suspensions conventionnelles, mais Honda France qui s'est aperçu que 7 ventes sur 10 d'Adventure Sport en France étaient montées avec le DCT et les suspensions électroniques, ont décidé d'importer uniquement ce modèle-là, ce qui élève forcément la facture, le billet d'entrée pour cette Adventure Sport. On compte donc qu'elle a le DCT, les suspensions électroniques, elle a un cruise control, elle a des poignées chauffantes, elle a des prises USB et 12 volts. L'USB servant d'ailleurs à connecter son téléphone via Apple CarPlay ou Android. C'est une nouveauté aussi pour la version Android en tout cas. Ça fait donc au final une moto qui est très bien équipée, qui est prête effectivement à traverser les continents comme l'annonce Honda. Après, il y en a forcément qui vont trouver ça un peu trop cher, un peu trop gros, un peu trop mastoc, mais Honda a la réponse, l'Africa Twin 750, la Transalp, qui permet de faire des beaux voyages également pour des sommes moins rondelettes, mais ça c'est à vous de voir. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas au sujet de cette Africa Twin Adventure Sport 2024. On vous conseille de rester connecté sur le site motonet.com ou d'aller surfer sur nos autres vidéos. A plus et bonne route. Great.